Eh bien, bonjour à tous et à toutes pour ce sprint 13 de Readmetrics, le dernier de l'année, qui a commencé le 25 octobre, qui se termine aujourd'hui le 15 décembre. Il s'est passé pas mal de choses au cours de cette année. Euh, on vous a proposé plein de choses, on a fait évoluer pas mal de fonctionnalités, on a fait évoluer aussi nos pratiques. Il faut dire que l'équipe s'est étoffée au cours de l'année avec Léa. On vous fera un bilan un peu plus détaillé, probablement au début d'année prochaine, au cours du premier sprint de l'année. Euh, voilà. Pour les 3 points, au cours de cette année, on a commencé à mettre en place ce qu'on a appelé des espaces applicatifs. Donc, on a inauguré ça avec Istex, ensuite la BES, et il y en aura encore pas mal d'autres, je pense. C'est des espaces qui sont dédiés à un applicatif qui permettent de voir en fait un sous-ensemble des données qu'on héberge dans EasyMesure pour une population ciblée d'utilisateurs, d'établissements plus particulièrement. Ça, c'est parce qu'on a mis dans EasyMesure, on a euh, modifié notre modèle de données et on gère maintenant les établissements avec des fiches établissements qui ont des caractéristiques. Et en particulier, on peut identifier ces établissements dans différents contextes. Donc, on a identifié les établissements dans un contexte ISTEX, dans un contexte ABES. Et aujourd'hui, on va vous montrer ça pour le contexte BIP CNRS, donc au sein du CNRS. Historiquement, on avait beaucoup de demandes, enfin, on a eu régulièrement des demandes d'établissements qui voulaient voir les consultations de leurs UMR, donc dans le cas où il y a des laboratoires mixtes, donc une population mixte dans les universités, et donc les consultations de leur population CNRS dans les usages des revues qu'ils peuvent posséder. Ceci était fait à la main, c'est-à-dire qu'on demandait les listes des UMR, on produisait quelque chose en PDF et on envoyait ça à l'établissement. Là, ça va devenir complètement dynamique, c'est-à-dire que en fonction de votre établissement, comme on identifie votre établissement et que on va pouvoir savoir quels sont les UMR qui sont associés à votre établissement, on va pouvoir vous proposer ça de manière dynamique. Donc là, la problématique dans ce contexte-là, c'est bien sûr d'identifier les établissements et de savoir quel est le sous-ensemble auquel a droit l'établissement. Dans le cas du CNRS, il faut connaître la liste des UMR. Comment on peut connaître cette liste d'UMR? Soit on vous le demande, soit on consulte un référentiel qui nous permet d'aller rechercher cette information. Et dans le cas du CNRS, c'est RESEDA. Et donc, on y reviendra un peu plus tout à l'heure quand on vous présentera cette fonctionnalité. Le deuxième gros point aussi, c'est la mise en ligne de la documentation utilisateur. Donc, je disais que l'équipe s'était étoffée avec l'arrivée de Léa. Elle a beaucoup travaillé sur la documentation et en particulier sur la documentation utilisateur. On a mis en place un nouvel outil qu'on citera aussi qui s'appelle Outline, qui nous permet de gérer d'une manière générale la documentation. Une partie de cette documentation gérée avec Outline est publique, donc elle vous est adressée en espérant que ça vous permettra de mieux utiliser à la fois EasyMesure et tout ce qu'on met à votre disposition. Donc là, c'est une phase importante, cette mise en ligne de cette documentation, parce que on va faire appel à vous dans le sens où s'il manque des choses, s'il y a des termes qui ne sont pas très clairs, qui demandent à être expliqués, on vous demande de nous faire des retours. Et l'outil qu'on utilise nous permet de répondre de façon assez dynamique et de mettre à jour cette documentation. Fred et Léa reviendront peut-être dessus. Les réponses qu'ils font sont déjà en grande partie basées sur des liens vers cette documentation. Ensuite, le troisième point, c'est on vous a aussi parlé beaucoup de Bibliomap, Bibliomap Player avec la venue du stagiaire et on a mis en production, après correction de bugs bien sûr, tout ce qu'il avait pu produire. Et donc Léo vous montrera en fait ce que ça donne avec un petit clin d'œil à Noël
en ce qui concerne Bibliomap. Et puis aussi, ben, le bonus de Noël aussi, qui figure pas dans les 3 points, là, ça sera le GIR, le Global Item Report. Alors, ben, c'est Tom qui vous expliquera ce que c'est. C'est en fait une vision des consultations des éditeurs au niveau mondial, c'est-à-dire qu'avec la venue de Counter 5.1, il y a un rapport qui est optionnel, mais qui est proposé par certains endpoints, certains éditeurs, certaines plateformes, et qui permet de savoir comment sont consultées les revues dans le monde entier. Et ça a aussi un impact dans le contexte de l'open access, parce que en fait, bah, ça permet de voir comment sont consulter ces revues et de se comparer. Voilà, enfin, un peu plus de détails quand on abordera ce point. Voilà, je passe la main à Fred pour la suite. Merci, Dom. Eh bien, on va commencer par l'animation de la communauté. Et ben, justement, tu as parlé de Léa qui a rejoint l'équipe cette année. Je vais lui laisser la parole puisque c'est elle qui va commencer avec le blog. Merci Fred. Donc, bonjour à tous. Donc moi, pour commencer, je vais vous donner des nouvelles du blog. Donc je vous rappelle que le blog, il vous permet d'accéder aux actualités, aux agendas des rendez-vous, aux nouvelles fonctionnalités des modules de Readmetrics. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Vous avez toujours le lien qui apparaît en haut de l'écran. J'ai eu l'occasion de publier un nouvel article, donc Quand la neige tombe sur Bibliomap, qui concerne l'ajout des animations hivernales à Bibliomap. Et là, je laisserai Léo vous en parler plus en détail plus tard dans la sprint. J'ai également publié deux autres articles dans la catégorie des nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est des fonctionnalités qui datent du 28 octobre et du 2 décembre 2025. Sachant, pour rappel, que les articles de cette catégorie forment un journal des modifications et des nouvelles fonctionnalités qui sont mises en production pour Easy Measure, Easy Parse et Easy Report. Et vas-y, continue, Léa. Par ailleurs, un webinaire sur les nouvelles fonctionnalités a été organisé le 8 décembre, dont Fred vous parlera juste après. Et ça faisait suite au support mutualisé spécial qui a été organisé auparavant le 24 novembre sur les nouvelles fonctionnalités où nous avons proposé à un groupe d'utilisateurs de découvrir et de tester avec l'équipe Easy Team des nouvelles fonctionnalités importantes dans le module Easy Counter. Donc un grand merci à ceux qui étaient présents donc pour votre participation et pour votre aide très précieuse. J'ai également animé des supports mutualisés qui concernaient la prise en main du module Easy Report et celui sur les bonnes pratiques dans Easy Counter. Et je vais laisser la parole à Fred. J'étais un peu trop vite. Euh, oui, alors Léa vous a parlé justement eh bien, des nouvelles fonctionnalités. Ça fait l'objet d'articles de blog que vous pouvez voir sur la gauche de l'écran, hein, elle vient d'en parler justement, ces articles, elle publie maintenant bien régulièrement dès que nous mettons sur la machine de production eh bien, des nouvelles fonctionnalités ou même des corrections de bugs. On a souvent des retours d'utilisateurs sur eh bien, Easy Report, Easy Counter, et puis eh bien, on tient compte de vos retours et Tom particulièrement réagit très très vite à ces corrections. Donc, du coup, on a présenté, parce que Léa était malade, la pauvre, hein, c'était elle qui devait présenter ce webinaire. Donc, eh bien, Tom et moi, nous l'avons présenté. C'est surtout Tom qui a fait les manipulations pour vous montrer justement ces nouvelles fonctionnalités. C'était le 8 décembre et puis vous étiez eh bien 34 à venir voir ces nouvelles fonctionnalités. Et donc, vous verrez dans le prochain rendez-vous, il y aura bien sûr d'autres webinaires qui sont organisés à partir du mois de janvier. En ce qui concerne eh bien, les négociations, je vais donner la parole à Thomas qui va nous parler des tableaux qu'il a mis en place pour le consortium. Merci Frédéric. Oui, je profite de la dernière revue de sprint de l'année pour vous parler d'un travail qui se voit pas au premier abord dans Easy Measure, mais qui concerne un certain nombre d'entre vous. Je ne sais pas si certains d'entre vous aujourd'hui sont en position d'être des négociateurs ou des négociatrices pour le consortium Couperin. Mais voilà, donc je vais faire un petit focus sur ce chantier-là qui
qui nous occupe depuis un petit moment, en fait, qui est aussi un des enjeux de l'outillage Readmetrics, c'est celui de fournir aux équipes de négociation des éléments agrégés, des vues globales sur les usages pour une ressource donnée pour tous les établissements en même temps. Donc pour faire ce travail, on a un espace, une fiche Couperin, donc l'équivalent d'une fiche établissement, mais qui est une fiche un peu spéciale c'est une fiche consortiale qui contient deux espaces. Un espace éditeur dans lequel on verse les données Counter 5 et un espace EasyParse dans lequel les données EasyParse se retrouvent. Ce matin, je vais faire un focus plutôt sur la partie éditeur, donc les rapports Counter 5 et 5.1 qu'on moissonne à grande échelle. Et donc dans cette fiche établissement consortial, on a invité un certain nombre de collègues. Aujourd'hui, il y en a 55 à peu près. Et tous ces collègues sont des négociateurs, négociatrices pour une ou plusieurs ressources dans le cadre Couperin habituel. Et donc par ce biais-là, cette organisation, on donne accès à un espace éditeur et puis aussi un espace EasyParse, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Donc dans l'espace éditeur, on va retrouver dans la diapo suivante la liste de tous les tableaux de bord négociations qui ont été mis en place sur la base des rapports génériques que vous connaissez déjà à l'échelle de votre établissement. Donc c'est des rapports génériques qui sont un peu paramétrés et qui sont un peu réglés pour voir des choses propres aux négociations et aux ressources pour lesquelles il y a des négociations. Donc aujourd'hui, on a donc 55 collègues qui sont invités à l'espace consortial et ils ont accès à environ 200 tableaux de bord dans cet espace, sachant que pour une négociation, si on zoome sur une négociation, ce que j'ai fait là pour la ressource AIP, on a entre 1 et 4 ou 5 tableaux de bord qui existent, qui sont le reflet de ce que l'éditeur met à disposition pour ses clients. Donc, pour AIP, on a 3 rapports différents. On a le PR, le Platform Report, le TR, Title Report, et l'IR, l'Item Report. Donc là, on voit qu'il y a 4 tableaux, mais parce qu'en fait, il y a deux fois le TR. Il y en a un pour lequel on a fait un zoom sur une année particulière, et puis il y en a un qui porte sur une période de temps plus grande. Donc là, l'idée, c'est un peu comme pour les fiches établissements, on présente des rapports clés en main qui sont déjà faits. C'est généralement Frédéric et moi qui les faisons. Et puis une fois qu'ils sont faits, on contacte les négociateurs et négociatrices de la ressource en question et on lui fait prendre en main ces tableaux. Et donc ces tableaux, on va voir sur la diapo d'après, qui ressemblent aussi très fort à des tableaux que vous connaissez déjà, sauf que la différence, c'est qu'ils agrègent l'ensemble des données moissonnées pour l'ensemble des établissements pour lesquels on a des identifiants. Donc là, on a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure le plus standard, c'est les établissements nous fournissent des identifiants. Chaque établissement fournit ses identifiants et nous, on moissonne tous les identifiants qu'on a, mais du coup, le périmètre n'est pas forcément complet. On peut avoir une ressource pour laquelle on a, je ne sais pas moi, 10 identifiants et en fait, on sait qu'on a 25 établissements abonnés, donc il faut attendre et relancer les établissements qui n'ont pas fourni leurs identifiants jusqu'à atteindre un périmètre qui couvre l'ensemble des usages pour cette ressource. Et puis, on a un deuxième cas qui est celui qu'on essaye d'encourager le plus possible, c'est celui où c'est l'éditeur directement qui nous fournit la liste de tous les identifiants associés aux établissements du consortium. Et du coup, on reçoit d'un seul coup l'ensemble des identifiants. On peut les saisir à la place des établissements. Donc pareil, c'est un travail manuel que généralement Frédéric et moi faisons, mais c'est une sorte de mise de départ qui nous prend une paire d'heures et puis ensuite c'est fait quoi. Et là, ça nous permet de moissonner tout de suite le périmètre complet des établissements pour une ressource. Du coup, on a tout de suite, on peut moissonner tout de suite l'entièreté des stades d'usage pour une ressource donnée pour l'ensemble du consortium. Donc ça, c'est assez intéressant et ça fait gagner un temps certain à vous, les établissements,
à vous, les négociateurs et négociatrices, et puis aussi à nous, en fait, parce qu'on n'a pas besoin de revenir plusieurs fois, de relancer, de faire tester les identifiants, etc. Donc ça, c'est un peu le cas idéal, quoi. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur ce chantier des tableaux de bord négociation. Donc c'est un travail de fond, hein, qui nous occupe en pointillé depuis plus d'un an maintenant. Mais on a voilà la chaîne d'outillage qui est maintenant mûre pour faire ça de façon systématique. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'un message passe sur la liste achat Couperin, si la négociation porte sur une ressource qui est conforme à Counter, on peut faire un tableau de bord ou plusieurs tableaux de bord pour cette ressource et prendre contact avec les négociateurs, négociatrices pour leur montrer de quelles données ils disposent directement dans cet espace négociation. Donc ça, c'est très intéressant. Et on l'a déjà fait, mais on va continuer à le faire, organiser un webinaire de formation orienté négociation pour la prise en main de ces tableaux de bord. Puisque comme ils couvrent un grand périmètre, on peut aussi leur faire dire des choses qu'on ne peut pas faire dire à des tableaux de bord établissements seuls. Voilà, donc c'était petite présentation de ce chantier. Et maintenant, je laisse la parole à Dominique et Frédéric qui vont présenter les nouvelles fonctionnalités de ce sprint. Je vous remercie. Je te laisse démarrer, Dom. Oui, donc oui, merci Thomas. Donc lui, l'espace applicatif BibCNRS, donc qu'on va mettre à disposition progressivement, donc ça va se dérouler en 2 étapes. Et donc un nouvel espace qui va apparaître lorsque vous allez vous connecter à EasyMesure et qui est possible parce que on a pu, comme je l'évoquais tout à l'heure, faire le lien entre les fiches établissements qu'on a maintenant enregistrées dans EasyMesure et ces UMR, la liste des UMR qui correspondent à vos établissements. Cette liste d'UMR, on l'obtient en allant consulter un référentiel. Donc le référentiel au niveau du CNRS s'appelle Reseda. Il se trouve qu'on utilise déjà Reseda pour enrichir les données BibCNRS, en particulier pour le connaître le nom des UMR et leur composition, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de chercheurs, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de chercheurs dans ces UMR qui justifierait le fait qu'il y ait beaucoup ou pas beaucoup de consultations. Donc ça tourne depuis longtemps. Et dans Reseda, il y a aussi d'autres choses qui sont particulièrement les données ce qu'on appelle les données structures, et donc pour lesquelles on peut aller rechercher ces UMR. On a préféré cette option plutôt que de vous faire remplir les UMR parce qu'en fait, de notre côté, on a besoin d'une validation. Donc, ce qui se passe, c'est que on va dans un premier temps se servir du référentiel CNRS pour aller rechercher ces UMR et puis les rentrer dans les fiches établissements. Vous, en tant que gestionnaire de votre établissement, vous pourrez avoir accès en visualisation à ces listes d'UMR. Et si vous remarquez des différences, on vous invite à nous les signaler de manière à ce qu'on corrige et en particulier s'il y en manque, pour que vous puissiez voir exactement les consultations concernées. La correspondance, alors la difficulté, c'est la difficulté de ces espaces applicatifs, c'est que c'est basé sur l'identification des établissements et il n'y a pas d'identifiant international ou français renommé qui soit commun et bien rempli pour tous les établissements et dans un référentiel unique. Donc à chaque fois qu'on veut faire ce genre de choses, on est obligé d'aller voir un référentiel, typiquement référentiel pour les espaces ISTEX, référentiel pour les espaces ABES, et pour trouver le nom de l'établissement, généralement, là, c'est son nom aussi. Donc, c'est une opération qui est manuelle, qu'on fait au début. Et une fois qu'on a reconnu l'établissement et qu'on a pu identifier l'identifiant propriétaire du référentiel qu'on utilise, et là, c'est gagné pour toute la suite. Après, il y a juste des mises à jour à faire. Voilà. Donc,
Je te laisse la main, Fred, pour dire la suite. En fait, bah, le dérouler en 2 étapes. D'accord. Merci, Dom. Justement, ça va permettre la présentation d'expliquer un petit peu la démarche que j'ai fait au niveau de la saisie des identifiants Reseda. Pour en arriver là, eh bien, vous voyez le résultat, c'est que pour 126 établissements qu'on a pu justement reconnaître dans ce référentiel, eh bien, on les a rentrés dans EasyMesure, ces 126 établissements qui sont concernés par les UMR. Et sur ces 126 établissements, il fallait commencer par ouvrir cet espace applicatif. Eh bien, on l'a fait pour 10 établissements qu'on a appelés un peu les établissements testeurs. J'ai choisi parmi, alors c'est totalement un choix hein, qui était fait par rapport justement à ce qui existait auparavant. Dominique vous en a parlé, c'était le fait que vous aviez un article dans le blog qui existait depuis 2023 qui vous permettait eh bien, d'envoyer vos listes d'UMR et d'obtenir un PDF du tableau Kibana avec justement un filtrage qui était fait auparavant sur les UMR. Eh bien là, on a ouvert donc cet espace applicatif BIP CNRS à 10 établissements qui faisaient la demande justement régulièrement eh bien, de ces listes et de ces tableaux de bord. Donc, 10 établissements ont vu l'espace s'ouvrir à partir du 10 décembre. Je vous ai envoyé un mail pour vous prévenir de cette ouverture et vous prévenir qu'un tableau que vous voyez ici, donc dans le sommaire, hein, un tableau établissement BIP CNRS UMR était mis à votre disposition. Alors, ce tableau, je l'ai réalisé et je l'ai fait valider par les 2 équipes qui sont concernées à l'INIST. Hein. C'est l'équipe Portail qui met à disposition le portail BIP CNRS pour l'ensemble des chercheurs, et puis aussi l'équipe négociation qui, bien sûr, négocie toutes les ressources pour le CNRS et qui sont bien sûr consultables par les UMR. Voilà. Donc, cet espace est ouvert. Et vous allez voir qu'à partir du 6 janvier 2026, eh bien, cet espace commun va être ouvert à l'ensemble des 126 établissements qui ont été qui ont servi de cette base première dans EasyMesure. Alors, comment se présente ce tableau de bord? Alors là, vous avez, on dirait, un extrait hein, de ce que vous allez pouvoir découvrir. Alors, les 10 premiers établissements ont pu découvrir ce tableau de bord dynamique. Eh bien, ce tableau se présente sous cette forme avec eh bien, des vues assez simples qui vous permettent justement eh bien, de comprendre que ce tableau concerne l'accès spécifiquement aux ressources, au texte intégral de type article de revue, les ouvrages et les chapitres d'ouvrages. Donc, vous avez une vue claire et précise à la fois en pourcentage et en total des accès qui vont s'afficher et que vous allez pouvoir filtrer de manière dynamique, soit en filtrant sur un éditeur, soit en filtrant sur une plateforme, soit en filtrant sur une UMR. Donc voilà, ça va être très, très facile à utiliser. Je rappelle que ce tableau qui va être mis à disposition pour l'ensemble des établissements est un tableau qu'on appelle en lecture seule, c'est-à-dire que vous ne pourrez ni le modifier ni l'enregistrer, mais voilà, vous pourrez le filtrer à volonté et le tableau reviendra à l'état initial à chaque fois que vous reviendrez dans cet espace. Voilà. Donc ce tableau, il va être présenté dans un webinaire spécifique lundi 19 janvier 2026. Et puis je vous présenterai ce tableau et je serai aussi accompagné de l'équipe Portail et de l'équipe négociation qui vous feront petite présentation eh bien, de BIP CNRS et puis du service négociation. Alors, Dominique vous en a parlé justement en préambule. Les identifiants Reseda, donc ce qu'on appelle les propriétés personnalisées. Yannick va en parler de manière plus technique après moi, justement pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne dans EasyMesure. Eh bien, je me suis basé donc sur cette liste Reseda que Dominique a pu moissonner. Et puis, j'ai pu raccrocher le nom des établissements. Alors, parfois, c'était un petit peu compliqué. On a eu des soucis pour Toulouse, par exemple.
Et je savais, puisque Henriette me réclamait ces rapports PDF depuis de nombreuses années, je savais que par exemple l'Université de Toulouse 3, qui est devenue l'Université de Toulouse, eh bien, avait besoin de ces rapports. Donc, on a aussi revu et rajouté ces UMR aussi manuellement pour cet établissement. Voilà, donc ces identifiants résidents, ben, ils ont tous été saisis. Et comme disait Dominique, eh bien, vous aurez la possibilité de les vérifier sur votre fiche établissement. Yannick va vous montrer comment ça se passe. Et voilà, ben, je vais lui laisser la parole pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans EasyMesure. Ok, donc on va parler un petit peu des étapes que ça nous a pris pour aller jusqu'à l'espace. Et donc la première chose, c'est que, comme disait Dominique, pour pouvoir vous proposer des vues qui se concernent vos établissements, il faut d'abord qu'on ait de quoi vous identifier. Donc on a besoin de vos fameux codes UMR. Et donc le souci qu'on a eu, c'est que les codes UMR, pour certains établissements, on en a beaucoup. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'établissements et en plus certains ont beaucoup d'UMR. Ne serait-ce que par exemple Aix-Marseille, je pense qu'on a plus de 50 UMR. Donc ça fait vraiment beaucoup à rentrer à la main, c'est très fastidieux. Donc on a décidé de faire les choses en deux temps. Donc la première chose, c'est ce dont Fred parlait, on a commencé par renseigner les identifiants RESEDA manuellement dans tous les établissements pour lesquels on en avait un, ce qui était déjà une bonne charge. Et ensuite, on a pu via un script, utiliser cet identifiant RESEDA pour aller remplir automatiquement tous les codes UMR qu'on a pu récupérer justement du référentiel. Donc ça, c'était la première étape. Et donc je précise juste que ce champ code UMR là, il est accessible dans votre fiche établissement, donc il est visible. Par contre, il n'est pas modifiable pour une raison évidente qui est que c'est un champ qu'on utilise pour vous donner des droits sur ce que vous pouvez voir dans l'index BIP CNRS. Donc évidemment, vous ne pouvez pas le changer comme vous voulez. Par contre, donc, vous avez la possibilité de le vérifier. Et si jamais vous voyez qu'il y a une erreur là-dedans ou un champ UMR qui manquerait, à ce moment-là, vous avez la possibilité de nous prévenir et on pourra faire les changements pour vous. Et donc, une fois qu'on a nos codes UMR, on a donc une deuxième étape sur la slide suivante, voilà, qui va être de donner l'accès aux données de BIP CNRS. Donc pour ça, on a des outils qui nous permettent de générer ce qu'on appelle des alias d'entrepôt. Donc on en a déjà parlé il y a quelques sprints. Donc on va créer des alias d'entrepôt pour chaque établissement qui possède des UMR. Donc pour rappel, un alias d'entrepôt, ça va être une vue filtrée. C'est un genre d'index virtuel qui va correspondre à une sous-partie, une sous-section de l'index BIP CNRS, mais filtrée sur vos UMR. Et donc, une fois que ces alias sont créés, donc, il se trouve que dans l'espace partagé, les tableaux de bord, ils utilisent ces index, ces entrepôts virtuels. Donc, ça nous permet de faire en sorte que tous les établissements accèdent à un seul et même espace, mais chaque établissement voit uniquement les données qui le concernent, même si tout le monde accède dans les faits au même tableau de bord. Et donc la dernière étape, bien évidemment, c'est d'ouvrir l'espace, slide suivante, c'est d'ouvrir l'espace BIP CNRS partagé aux établissements. Et donc pour ça, on a une petite page d'administration qui nous permet de partager des choses facilement et en particulier des espaces ou des entrepôts. Donc on a créé un partage sur l'espace BIP CNRS qu'on a mis en lecture seule, comme Fred disait tout à l'heure. Et on lui a associé une liste d'une dizaine d'établissements pilotes, ça aussi Fred en parlait, parce qu'on aime bien globalement utiliser des établissements pilotes pour vérifier que les choses se passent bien, surtout que potentiellement il s'agit de donner accès à des données, donc il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Donc on va déjà vérifier que tout se passe bien pour ces 10 établissements et on ouvrira plus généralement quand on sera sûr que tout fonctionne correctement.
Et voilà. Et avec ça, on se retrouve avec un espace partagé sur PIF-CNRS où chacun voit uniquement ce qui le concerne. Et donc, je passe la main à Léa. Merci Yannick. Donc, comme Dominique l'a annoncé en début de sprint, on a le plaisir de vous annoncer que la nouvelle documentation d'EasyMesure est disponible en ligne, publiquement. Donc, elle est accessible via un bouton sur readmetrics.org. Donc, c'est notre page de présentation de la suite logicielle. Et plus tard, elle sera aussi disponible sur EasyMesure via un bouton dans le menu. Donc, cette documentation, elle s'adresse aux utilisateurs d'EasyMesure et elle intègre une partie des articles retravaillés du blog ainsi que de nouveaux contenus, comme la documentation sur les conditions d'accès à l'espace partagé BIP CNRS et le futur espace partagé Click and Read. Donc, comme annoncé lors des précédents sprints, le blog y restera actif. Il continuera de présenter l'agenda des rendez-vous, les nouvelles fonctionnalités, le suivi des PKB et des parseurs, ainsi que les actualités de l'équipe Rainmetrics en général. Et le blog, il est en partie déjà nettoyé des articles qui sont désormais intégrés dans la nouvelle documentation. Donc, je vous invite à aller la consulter. Le lien, il apparaît à l'écran. N'hésitez pas à nous faire des retours. Par exemple, si un terme vous pose problème, vous pouvez aller consulter le glossaire et si le terme n'apparaît pas dans ce glossaire, vous pouvez nous le dire et nous, ça nous permettra de le corriger. Donc, l'avantage de l'outil utilisé pour mettre en place la documentation, donc Outline, c'est qu'il nous permet d'être dynamique et de pouvoir enrichir ou de modifier rapidement la documentation en cas de besoin. Par ailleurs, un webinaire de présentation de cette nouvelle documentation aura lieu le lundi 26 janvier 2026 de 14 h à 14 h 30 où nous la présenterons un peu plus en détail. Et j'ai également finalisé une documentation interne, donc c'est sur le même modèle, propre aux administrateurs du EasyMesure, donc qui ne sera pas accessible publiquement. Et je laisse la parole à Tom. Oh là, je suis allé trop vite. Tu penses à activer ton micro, Tom? Ça Ça peut être marchera mieux. pratique Oui. pour présenter. Je disais bonjour à tous. Je vais vous parler des nouvelles fonctionnalités, notamment sur Easy Report, puisque vous avez peut-être pu le remarquer dans vos espaces de gestion de rapports. Une petite barre est apparue en haut qui vous permet de filtrer rapidement les rapports que vous avez sur votre établissement par périodicité. Donc, par exemple, si je clique sur mensuel, je ne vais voir que les rapports mensuels de mon établissement, trimestriels que les trimestriels, etc., etc. Il y a d'autres filtres qui sont disponibles. On peut voir page suivante, avec un bouton filtrer qui est en haut à droite de la page, juste avant le champ recherché, et qui vous fait apparaître un panel, exactement comme sur les autres pages d'EasyMesure, qui va vous permettre de filtrer les rapports par récurrence, encore une fois, mais aussi par état, pour récupérer uniquement les rapports actifs ou désactivés, ou par étiquette. Et ou par étiquette, par exemple, là, j'ai essayé de récupérer tous les rapports inactifs qui concernaient des données EasyParse, mais j'aurais pu le faire avec Counter, avec d'autres types de rapports. Je crois qu'on a des étiquettes pour le DR, etc. Maintenant qu'Easy Report c'est fait, je vais passer rapidement sur Easy Counter, puisque en septembre, on avait commencé à moissonner en 5.1, et que ça fait donc 3 mois, et qu'on commence à avoir beaucoup de données de 2025, donc il est temps d'un petit point sur le moissonnage 2025, où on a moissonné près de 200 établissements sur 200 points d'accès, dont la moitié est maintenant compatible Counter 5.1, ça évolue tous les jours, mais c'est de plus en plus, et c'est pas plus mal parce que c'est la dernière version en date qui nous permet d'avoir des données plus précises. On a à peu près téléchargé pour les données 2025 environ 70 000 rapports, avec un taux de réussite de 70%, ce qui est une évolution puisque quand on avait fait le point en septembre, on était sur du 60% de réussite, donc c'est pas plus mal, ça veut dire que tout notre échange entre les plateformes, enfin avec les plateformes, montre qu'ils essayent de s'adapter pour que les rapports soient bien téléchargés et bien insérés dans EasyMesure. Petit rappel habituel, pour faire partie de la prochaine vague de moissonnage, il faut que tous les identifiants soient valides,
qu'aucun ne soit non testé, qu'aucun soit invalide, les erreurs c'est pas grave, et qu'on ait bien cliqué sur le bouton valider mes identifiants, qui est maintenant, on en avait parlé à la sprint précédente, beaucoup plus visible, et un petit bandeau s'affiche vous indiquant si vous êtes éligible ou non au moissonnage. Typiquement, si le bandeau vert qu'il y a sur la slide est bien présent, c'est que tout est bon. J'ai parlé rapidement on faisait des échanges avec les différentes plateformes qui fournissent des rapports Counter. Juste un petit point, c'est que c'est assez lourd, dans le sens où souvent c'est des petits problèmes de rien du tout qui auraient pu être évités, notamment en testant les rapports via le validateur que Counter met en place. Mais c'est beaucoup ça aussi, le moissonnage, même s'il y a une grosse partie qui est automatique. Il y a aussi une grosse partie qui est nous qui demandons à Scholarly IQ, Liblinks de corriger leurs rapports une fois, deux fois, 6 fois. Ça peut donner quelques mots de crâne au bout d'un moment. Mais on le fait, parce que comme ça, on a des rapports tout beaux, tout propres qui sont insérés dans EasyMeasure et on a des beaux tableaux de bord. Et puis ça permet d'économiser à tous les collègues de devoir contacter individuellement et pour chaque établissement les éditeurs qui fournissent pas ce qu'ils devraient fournir. Donc ça fait gagner un temps conséquent à tout le réseau, à vrai dire. Donc on est désolé Tom de t'imposer ces mots de tête et de t'avoir poussé à consommer du tabac, mais c'est pour le bien de tous. Voilà pour les petites précisions. Aussi, je vais revenir sur un truc rapide à propos de l'éligibilité du moissonnage. C'est que ça peut changer au cours du temps. Quand on moissonne, ça arrive que certains identifiants deviennent invalides au fur et à mesure du temps. Donc il faut bien faire attention dans le mail de moissonnage qu'il n'y ait pas la mention ces identifiants sont périmés. Parce que quel cas, votre établissement a des identifiants invalides, donc il ne fait plus partie des vagues de moissonnage. Donc quand vous voyez ça, n'hésitez pas à revenir sur EasyMeasure, notamment avec le accéder à votre espace en bas, et de corriger ces identifiants pour pouvoir continuer à être moissonné. Et ça tombe Très bien bien. que je Oui, parle pardon, vas-y. du... Pardon? Non, d'accord. Non, vas-y, continue, Tom. Pendant que je parle du mail de moissonnage, on a légèrement changé ce mail, puisqu'on a rajouté à la slide suivante un tri sur les points d'accès qui ont été moissonnés. Ce qui fait que par exemple, on peut voir à gauche qui est l'ancienne version ACM, on en a un petit peu au début, un petit peu au milieu, un petit peu à la fin, et à droite dans la nouvelle version, on a bien tout un bloc ACM trié par package en plus, donc on voit bien les 10 portails de BIP CNRS en l'occurrence, mais pour votre établissement, ça dépend de comment vous avez structuré vos identifiants. Ça améliore la lisibilité et on retrouve plus rapidement ces petits. Et je vais passer la main à Léo qui va nous parler des nouvelles fonctionnalités dans Bibliomap. Oui, alors bonjour à tous. Donc on a fait une petite mise à jour sur Bibliomap, donc Bibliomap Live, donc la partie qui montre l'activité bibliographique des chercheurs du CNRS par le portail BibCNRS. Et donc pour fêter les fêtes de fin d'année, on a changé les bulles habituelles par des boules de Noël. Et donc on a rajouté un peu de neige. Et donc cet événement, il durera tout le mois de décembre et il a déjà été annoncé par Léa dans un article de blog. Sinon, en termes de vraies nouvelles fonctionnalités, cette fois dans la prochaine slide, donc dans la partie player. Donc la partie player, pour rappel, c'est ce qui a été réalisé par notre stagiaire. C'est la partie qui permet de lire des fichiers EasyParse dans un bibliomap sans pour autant l'installer dans votre établissement. Donc ce qui a été fait durant cette sprint, c'est qu'on a corrigé les derniers bugs qu'on avait détectés et on a aussi défini des conditions minimum pour pouvoir utiliser ce player. Donc premièrement déjà, il faut un fichier EasyParse, ça paraît normal. Il faut aussi que les fichiers soient peu volumineux, vu que tout se fait dans le navigateur web. Avec des fichiers trop longs, ça peut faire des chargements très longs. On verra dans très peu de temps. Et il faut aussi que les fichiers, enfin, les événements de consultation, ils aient des adresses IP qui soient lisibles. Parce qu'en fait, c'est les adresses IP qui sont utilisées pour placer les bulles sur la carte. Et donc, sans adresse IP, on n'aura pas d'activité. Et pour montrer ça, on va faire une petite démonstration en direct pour Toi, montrer ça. Donc, c'est toi, moi qui reprends la main. Est-ce que vous voyez mon écran avec le Bibliomap Live? Oui. Ça a l'air oui, bon.
C'est bon. Donc l'URL, elle est disponible ici. Donc il y a une petite description qui décrit ce qu'est le bibliomap. Et donc on a mis un petit lien qui redirige sur le player. Donc là, on arrive sur le player. Je vais sélectionner le fichier de log que je veux lire. Donc c'est un fichier de log de la plateforme Panist. Donc c'est notre plateforme d'archivage qui est opérée à l'INIST, qui contient des publications scientifiques auxquelles les établissements de l'ESR ont droit. Donc, ils proposent une API pour accéder aux informations et c'est utilisé beaucoup par l'extension Click and Read et aussi par leur propre extension. Donc là, c'est seulement un extrait d'un fichier de log du 3 décembre, vu que on peut le voir en haut, c'est un très gros fichier. Il y a beaucoup de consultations qui est fait sur Panis. Là, on choisit seulement un extrait qu'on puisse le tester dans le player. Donc là, on peut le voir, rien que pour un tout petit extrait, ça met quand même un peu de temps à charger. Donc c'est pour ça qu'on a limité la taille des fichiers. Sinon, ça fait vraiment des chargements qui peuvent être très 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 longs. Et donc, on arrive à la fin. Donc une fois qu'on arrive ici, le player n'est pas encore démarré, le fichier est simplement chargé, donc on a possibilité de démarrer, d'avoir des comptages, etc. On peut aussi choisir de filtrer les bulles par tout ce qui est disponible dans vos champs EasyParse. Donc nous, on va choisir. Donc il y a des champs qui sont plus pertinents que d'autres, hein. Par exemple, la plateforme version, c'est pas forcément des filtres qui peuvent être adéquats. Les size statue aussi, mais moi je vais choisir quelque chose qui est plus adéquat, c'est-à-dire le SID. Le SID dans les logs de Panist, c'est un identifiant que l'utilisateur rentre afin de dire qui il est. Et donc une fois qu'on a choisi le filtre qu'on voulait faire, on peut lancer la simulation. Donc là, on peut le voir par contre qu'on est très très tôt le matin, on est à 1h du matin. Et donc là, ça y est, le lecteur est en place, ça commence à lire les bulles. On peut décider d'aller plus loin dans la navigation. Là, à 4h47, on va pas avoir grand-chose. On va plutôt aller vers 7h30 du matin, là où un peu tout le monde se lève et qu'on peut avoir de l'activité. Donc là, on peut voir, on peut rejouer ce qui s'est passé sur Panist, du coup, le 3 décembre 2025. Et on peut même décider d'aller plus vite si par exemple on veut essayer d'afficher x10 par exemple. Donc là on peut voir que il y a beaucoup de consultations, donc forcément ça crée beaucoup de bulles. On a aussi toutes les fonctionnalités qu'on a déjà sur le bibliomap live, c'est-à-dire qu'on peut décider de filtrer ce qu'on veut afficher ou pas. Si je décide de ne pas afficher les bulles qui sont générées par ces champs-là, je peux les filtrer. On peut décider aussi d'afficher les revues, de filtrer par éditeur, etc. Donc là, par exemple, sur cette version-là que j'ai paramétrée, j'ai uniquement les événements de consultation où il y a le SID Click and Read. Et je sais pas si je vais avoir la chance d'avoir un titre qui va apparaître. Mais dans ce cas-là, bah, je vous invite à tester vous-même si vous voulez essayer de voir comment ça marche. Donc voilà pour la démonstration. Je vais redonner la présentation à Fred, qui va repasser la main à Tom pour parler du travail de fond. Merci Léo. Voilà, je repartage mon écran et on va continuer avec le travail de fond. Vas-y Tom. Exactement. Donc, lors de cette sprint, on a un petit peu avancé sur le Global Item Report. Alors, petit rappel, le Global Item Report, c'est un rapport counter optionnel qui est basé sur l'item report et qui contient l'ensemble des consultations au niveau item, donc article d'un éditeur, et ce pour le monde entier. Ça peut être pratique notamment pour analyser l'usage de l'open en open access d'une certaine plateforme. En l'occurrence, on a pu travailler avec Scholarly IQ qui fournit des rapports pour plusieurs éditeurs à la page suivante, notamment Brill, EDP, Manchester University Press et Edward Elgar Publishing pour être sûr de bien récupérer ces JR. On avait 2-3 petits problèmes qu'on leur a remontés et ils les ont corrigés avec une rapidité sans faille. J'avoue que sur le coup, ils m'ont impressionné. Et on a pu récupérer ces rapports-là avec comme on récupère des rapports hier tout à fait classiques. Pour vous dire un petit peu l'échelle de données que ça représente un rapport sur le monde entier, Brill, on a récupéré uniquement les 6 premiers mois de 2025, parce que c'est déjà ce qu'on avait fait dans nos précédentes expérimentations. Mais ensuite, comme ça nous fait des rapports un peu gros, mais pas trop gros non plus pour pas tout casser. Typiquement,
Chez Bril, on atteint les 2 gigas le rapport. EDP a un record avec 5 gigas les 6 premiers mois. C'était tellement gros qu'on a dû récupérer mois par mois, alors que d'habitude, typiquement pour Manchester University Press et Edward Elgar Publishing, on a récupéré les 6 premiers mois d'un coup. Inséré dans un easy measure, en l'occurrence celui de développement, on a des index qui sont de taille qui correspond, c'est-à-dire que DP, on va avoir 15 gigas, qui fait que c'est l'un de nos plus gros index counter, et Bril avec 5 gigas, donc on voit une nette augmentation, mais c'est normal. Le format 5.1 essaye de compresser un petit peu les données, là où nous, on est obligé de les décompresser pour qu'elles soient bien visibles dans Kibana. C'est des rapports qui sont du coup très gros, qui engrangent beaucoup de données, et actuellement notre méthode d'insertion est faite pour des petits ou moyens ou des rapports de taille moyenne. On ne va pas dépasser le giga, c'est très rare qu'on doive insérer 1 giga. Là on voit que ne serait-ce qu'avec Bril, on commence à le dépasser, ou Elgar, ou pour 6 mois on a déjà un demi-giga, alors pour un an on imagine que ça va sûrement dépasser le giga. C'est pour ça qu'à la slide suivante, on a revu notre traitement des rapports counter. Typiquement, on a une méthode qu'on a appelée la méthode classique, qui est actuellement utilisée dans EasyCounter, et une méthode où on va tout traiter en flux. On voit sur la capture d'écran de gauche que certes c'est une méthode rapide, la méthode classique, mais qui est très consommatrice de ressources, notamment on arrive à utiliser plus de 2 gigas de mémoire pour un rapport qui, je le rappelle, fait 400 mégas, je crois que c'est... Oui, c'est Edward, donc c'était 400 mégas et on utilise 2 gigas de mémoire. Donc c'est pas grave sur des rapports de 400 mégas, on a des machines qui sont suffisamment bien dimensionnées, mais je vous laisse imaginer ce qui se passerait si on mettait un rapport de DP en entier. Donc on a développé cette nouvelle méthode de traitement qui va tout traiter en flux et qui, comme vous pouvez le voir à droite, utilise beaucoup moins de ressources, mais qui a comme principal défaut d'être beaucoup plus lent, puisqu'un rapport qu'on traitait en 8 secondes, on le traite maintenant en 15 minutes. Sauf que dans le cas du Global Item Report, en fait, c'est pas grave de mettre 15 minutes à traiter le rapport, et on va pas moissonner tous les jours, comme on le fait aussi souvent avec les établissements. On va le moissonner une fois, peut-être 2 fois par mois, grand maximum. Donc, on pense qu'on partira plus sur cette nouvelle méthode de traitement pour les gros rapports. Pour les petits, tels que le moissonnage habituel, on laissera l'ancienne méthode. Mais pour tout ce qui est GIR, on utilisera la nouvelle méthode pour insérer dans EasyMeasure et donc faire des jolis tableaux de bord comme on a à la slide suivante. On voit bien toutes les consultations, en l'occurrence des 4 plateformes, ventilées par pays. On peut voir d'ailleurs que les États-Unis sont un cas particulier qui dépasse absolument tout en termes de consultation. Mais ça nous permet de proposer des tableaux de bord, de voir l'utilisation d'une plateforme à travers le monde. Et je laisse la main à Yannick qui va nous parler de la refonte des rôles. Oui, pour finir, alors je vais refaire un petit mot là-dessus sur ce travail qu'on a entamé il y a quelques temps maintenant. Donc ça fait déjà plusieurs fois qu'on en parle. Donc pour rappel, le but de cette refonte, c'est de rendre les rôles plus flexibles pour pouvoir répondre à des besoins qui commencent à apparaître, en particulier typiquement un besoin pour avoir un contact TSFR par exemple. Donc ça nous permettra de créer des rôles qui sont plus spécialisés, qui apparaîtront pas forcément dans la liste des partenaires, par exemple, ou qui recevront pas forcément tous les mails que les contacts actuels reçoivent. Donc typiquement, un exemple concret, ce serait un rôle de gestionnaire counter qui recevrait uniquement les mails qui correspondent à du moissonnage, par exemple. Donc c'est un changement qui peut avoir l'air anodin de prime abord, mais qui l'est pas forcément parce qu'on a beaucoup d'endroits dans EasyMeasure qui dépendent spécifiquement de la présence du rôle de contact. Or, le but, en l'occurrence, c'est de faire en sorte que le rôle de contact ne soit plus un rôle spécial, mais plutôt un rôle un peu générique auquel on attache un certain nombre d'options.
Typiquement, est-ce qu'il faut exposer le rôle dans la page des partenaires ou pas? Est-ce qu'il faut lui envoyer tel ou tel type de mail? Est-ce qu'il faut lui donner, est-ce que le rôle doit être octroyé automatiquement dans tel ou tel cas? Ou encore, est-ce qu'il y a des permissions par défaut? Bref, on essaie de morceler ce rôle pour récupérer toutes les sous-parties qui en dépendent et essayer de rendre ça générique. Donc le développement de cette feature est globalement terminé. Il nous reste encore à mettre au point la procédure qui va nous permettre de migrer des rôles actuels vers la nouvelle version des rôles, ce qui n'est pas anodin également parce qu'on passe d'un champ simple, entre guillemets, à une nouvelle table, pour ceux à qui SQL parle. Et une fois que ça, ce sera fait, on pourra enfin passer à notre étape de relecture de code et on sera pas loin d'une intégration et d'une mise en pré-prod. Voilà. Merci Yannick. Eh bien, on va arriver à la fin de la sprint avec les prochains rendez-vous, donc des rendez-vous qui auront lieu l'année prochaine. Vous avez les prochaines sprint reviews donc de 2026 qui ont été programmées. Vous avez toutes les prévisions qui s'affichent sur votre écran. Il faut savoir aussi que toutes les sprints sont enregistrées et que vous avez la possibilité donc de les rejouer sur votre ordinateur. Dans la page rendez-vous, agenda des sprint review, la sprint qui est en vidéo, eh bien, vous pouvez cliquer dessus pour la regarder. En ce qui concerne les supports mutualisés, donc on vous a affiché deux supports donc pour la rentrée. Vous avez le 12 janvier une personnalisation des tableaux de bord génériques et le 19 janvier la prise en main des tableaux de bord. À savoir que ce support a été modifié puisqu'il avait été programmé tout au début d'année. Donc on l'a décalé un petit peu. Et il faut savoir aussi qu'il y a très peu de place sur ce support puisque on a un établissement qui s'est positionné pour venir y assister. Vous avez aussi donc l'agenda des webinaires. Alors, cet agenda, eh bien, c'est un petit rappel sur ce qui a été dit pendant la sprint review. Le 19 janvier, de 14 h à 15 h, vous aurez donc la présentation du nouvel espace applicatif BIP CNRS UMR pour les établissements partenaires d'EasyMesure. Vous pourrez découvrir dans une démonstration eh bien, le tableau de bord générique qu'on a évoqué tout de suite. Et puis, vous aurez la participation de l'équipe négociation-acquisition et du portail et plateforme de l'INIS CNRS. Et puis, Léa vous en a parlé aussi. Elle fera une présentation générale de la documentation utilisateur lundi 26 janvier de 14 h à 14 h 30. Et voilà, toute l'équipe Easy Team vous souhaite de bonnes fêtes et ça va être l'occasion dans ces dernières minutes eh bien, de poser des questions ou de faire des commentaires sur ce qui a été présenté.